Léo a évoqué un aspect, il y a aussi toute cette réflexion sur le droit de savoir. Moi, j'aurais juste une question sur un autre point que vous n'avez pas abordé pour le coup, qui est la question de l'économie, en fait, et de ce qu'on peut raisonnablement attendre en termes de prévention de cette nouvelle médecine. Et vous avez évoqué ce colloque ITMO de santé publique sur la médecine personnalisée. Je me souviens d'une intervenante anglaise, Teresa Marteau, qui avait mis en regard de la médecine personnalisée l'action sur les déterminants sociaux de la santé, qui défendait vraiment l'idée selon laquelle finalement la médecine personnalisée, pour des avantages assez incertains, pour des coûts assez importants, finalement parviendrait à des résultats moins probants et moins équitables finalement, enfin en termes d'équité moins satisfaisants qu'une action sur les inégalités sociales de santé. Donc j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Il y avait également des économistes qui étaient intervenus, donc effectivement, toute cette partie-là, je ne l'ai pas développée aujourd'hui. Il y avait en particulier Valérie Seror, qui est une économiste de la santé à l'INSERM, qui avait abordé un certain nombre d'aspects. Donc effectivement, un petit peu comme je l'ai fait dans ma question sur le sport tout à l'heure, dans un topo, on est obligé de se concentrer sur un objet et sur, disons, certains angles d'attaque. C'est évident que la médecine ne se réduit pas à ce qu'on peut faire avec des données biologiques et que ça ne peut avoir son intérêt, in fine, que couplé avec un certain nombre d'autres interventions. Alors, en termes de choix, est-ce qu'il faut choisir de pousser l'exploitation des données issues de la biologie ou s'intéresser aux inégalités de santé? Moi, je dirais que l'un n'exclut pas l'autre et que ce n'est pas forcément en termes de choix. Ce n'est pas les mêmes budgets qui vont payer les examens dans le cadre de la production des séquences et dans le cadre des inégalités sociales de santé, même dans notre organisation de la santé. Ce n'est pas les mêmes services avec leur budget. On est quand même très compartimenté dans les budgets en France. Ce n'est pas le même budget qui va s'occuper de lutter contre les inégalités sociales de santé et qui va payer les examens médicaux dans le cadre de journées d'hospitalisation ou de consultation. Donc déjà, il faudrait voir dans quelle mesure on peut effectivement, en faisant moins dans un cadre, on fait effectivement plus dans l'autre. Ce n'est pas du tout prouvé dans le fonctionnement de notre système de santé. Et puis je pense qu'on agit à différents niveaux. Qu'effectivement, j'ai fait d'autres topos là-dessus, une des grosses illusions, c'est de penser, de donner trop d'importance et de pouvoir, entre guillemets, à la génétique, de vouloir lui faire dire plus que ce qu'elle peut dire. À partir du moment où on relativise le poids de ce que peut dire un test, qu'il soit génétique ou autre chose, et qu'on définit bien la portée de ce test-là, c'est plus la façon dont on en parle et dont on communique avec les patients, la population, etc., qui va finalement diriger un peu le rôle de cet examen-là dans l'ensemble de ce qu'on fait pour la santé dans un pays, que son coût lui-même, dans la mesure où effectivement ça baisse en termes de production de données. Par contre, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le coût de l'interprétation de ces données-là, d'où l'importance de définir qu'est-ce qu'on va regarder. Et effectivement, de revenir, on va regarder ce qui, de facto, est utile. Et là, on se heurte à la curiosité de savoir des gens qui n'est pas forcément reliée à la santé, mais qui existent. Donc je pense qu'il faut d'abord voir où sont les vases communicants et où sont les vases non communicants dans le système de santé et éviter de simplifier au maximum, trop, j'allais dire, en disant si on fait plus dans un coin, on fera moins dans l'autre. C'est pas prouvé. Je crois qu'il faut agir à différents niveaux, justement avec peut-être plus de concertation que ce qui existe aujourd'hui dans notre système de santé. Avant de donner la parole au niveau économique, effectivement, le coût des tests de séquençage baisse. Par contre, les externalités, elles ne baissent pas. Et notamment les externalités qui sont liées au stockage de ces données-là. Et qui sont énormes et qu'on a du mal à évaluer, que ce soit le coût énergétique, notamment. On sait qu'un kilowatt pour stocker une donnée, c'est 1 kilowattheure pour la refroidir. Qu'un serveur moyen de Google, c'est l'équivalent de la consommation électrique d'une ville comme Strasbourg.
Voilà. Donc il y a le test en lui-même, le coût baisse, mais il y a tout un tas d'externalités, notamment écologiques, qui, elles, augmentent et qu'on prend peu, je trouve, en compte. Oui, alors merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve que c'était très intéressant. Alors moi, j'ai une question peut-être un petit peu naïve à vous poser. Est-ce que vous pensez que dans le futur, le métier de médecin, ce sera un petit peu comme le métier de maréchal ferrant, c'est-à-dire que ce sera plus vraiment nécessaire et un petit peu remplacé par peut-être les machines ou l'intelligence artificielle, avec l'arrivée des NBIC, les coûts qui ont été divisés depuis 3 millions, je crois, depuis la première mission de séquençage de l'ADN humain en 1989. Je crois que ça a pris 12 ans et ça a coûté 3 milliards de dollars et maintenant ça coûte que je crois que ça coûte 1000 dollars, un truc comme ça. Est-ce que vous pensez que ça va être, le médecin va être remplacé par des machines, par des algorithmes qui sauront trier les informations? Bien sûr, il faut mettre de la législation autour de tout ça et tout, c'est crucial, mais bon, voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Que ça supprime le médecin, je ne crois pas du tout, ça. Parce que quand vous êtes en face de vos données, en tant que patient, etc., la première chose dont vous avez besoin, c'est d'en parler. Et vous n'allez pas en parler avec votre machine. Même si elles peuvent être très intelligentes et tout ce qu'on veut. Donc je ne pense pas du tout. Et le fait de ne pas isoler des données de l'ensemble de la personne, de son contexte de vie, de ses signes cliniques, c'est le boulot du médecin, ça, d'intégrer tout ça. On a quelqu'un qui est médecin généraliste dans l'audition, il y en a peut-être dans l'auditoire, il y en a peut-être d'autres. Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il y a un certain nombre de dangers, de pistes, de choses qu'il faut vraiment analyser à l'avance pour utiliser ça. Mais le fait que ça va supprimer le rôle du médecin, j'y crois pas du tout. Par contre, ce sera un rôle un peu différent. C'est-à-dire ils vont regarder ensemble les données au lieu d'être d'un côté à l'autre du bureau, si on peut dire, dans la consultation. Je crois plus à ce partage-là, ce dialogue, mais que ça supprime le dialogue, pas du tout. Voilà, à mon avis. Je travaille en génétique depuis pas très longtemps. Il y a beaucoup de questions que je me pose, et en particulier sur la frontière entre le normal et le pathologique. Tout d'abord, même le terme de patient. Bon, moi, je travaille en présymptomatique, sur les tests présymptomatiques ou prédictifs. Comment on les appelle? Ils ne sont pas malades. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, ce que l'on note, moi, il y a deux choses qui me frappent beaucoup, c'est-à-dire que le test prédictif peut avoir l'effet de rendre malade. C'est-à-dire, en fait, ils ne sont pas malades, mais le fait de se savoir porteur, c'est confondu avec malade. Et aussi, quelque chose de très frappant, c'est que la plupart des suicides sont sur des gens non porteurs. Donc ça révolutionne complètement. Enfin moi, j'ai beaucoup de difficultés à penser maintenant quel est le normal et le pathologique. Je pense qu'effectivement, en génétique, pendant assez longtemps, on a même parlé du gène anormal ou du mauvais gène, hein, ce qui est complètement une fiction, quoi, parce qu'il y a des gènes impliqués et fortement causaux, dans une pathologie. Puis après, il y a toute la nébuleuse de gènes qui influencent la survenue d'une pathologie et qui ne sont pas forcément une cause en tant que telle, avec un lien de causalité directe. Et la notion de normal et pathologique, je pense qu'il y a toute une littérature là-dessus. Et là encore, c'est une frontière. Et ce n'est pas la génétique qui la rend poreuse. Hein. C'est une frontière qui a explosé depuis longtemps, je pense, déjà. Par contre, dans ce que vous dites sur les patients, le patient n'est pas forcément un malade. Déjà. Les généticiens médicaux vous disent « mon patient, c'est une famille », dans le cas de maladies génétiques. Et dans la famille, tout le monde n'est pas porteur, et tout le monde n'est pas malade. Donc, je crois que vous avez raison de vous questionner sur les bons mots à employer, mais je pense que patient n'est pas synonyme de malade. Et par ailleurs, au niveau de l'influence
du résultat d'un test sur le comportement des personnes qui se comportent en malades ou sont considérées comme des malades ou éventuellement ne l'étant pas, n'étant pas porteurs, développent souvent une espèce de notion de culpabilité énorme par rapport aux autres membres de la famille qui sont atteints, qui peut aller jusqu'au suicide. C'est effectivement connu. Et ça montre en fait dans quel degré d'identification à son génome on peut arriver. Et en fait, entre je suis malade, c'est un fait quand on a une maladie. Je suis porteur d'un gène qui va déclencher une maladie. C'est pas la même chose. Mais je suis ce gène. Et étant ce gène, je suis mauvais. Et, enfin, je veux dire, ça peut. Donc, je pense qu'il y a le rôle de la façon dont on en parle est très très important, parce que entre j'ai un gène ou je porte un gène et je suis ce gène, c'est comme je suis malade ou je suis la maladie. Ça existe dans d'autres domaines de la médecine, non génétique. Je pense qu'il y a là des étapes qui se font. C'est pour ça que les diagnostics génétiques et la communication des résultats sont extrêmement régulés et par étapes pour permettre à un processus psychologique en fait, de se produire. Les consultations sont multidisciplinaires. Je ne sais pas tout à fait dans quel cadre vous êtes en génétique. Il y a vraiment des étapes qui font qu'on peut sortir du système pendant très longtemps avant d'arriver jusqu'au résultat. Parce qu'effectivement, quand on a l'information, on ne peut pas ne pas l'avoir. Ça, c'est irréversible. Et donc, amener la personne à mesurer toutes les conséquences pour elle du fait de savoir, quel que soit le résultat, c'est le but de ces étapes. Il n'y a pas d'urgence en génétique, rarement. On n'est pas dans une médecine d'urgence, où là, il faut aller vite, sinon la personne meurt. Donc le temps de et l'organisation, justement dans le système de santé, de toutes ces étapes, fait partie de la prise en compte de ce que vous décrivez. Et maintenant, les réactions individuelles de chaque personne restent, évidemment. C'est votre dernière phrase, cette idée, au fond, d'une médecine qui ne serait pas une médecine de l'urgence, qui m'interroge, au fond, sur la manière qu'on peut avoir de temporiser, comment dire, à la fois éthiquement, juridiquement, symboliquement aussi, finalement, cette médecine de précision qui est une médecine de l'innovation et qui semble être aussi une médecine de l'accélération, en tout cas des lieux en fait possibles d'intervention. Et en fait, ce que je trouvais dans votre exposé à la fois très très clair et très très riche, c'est finalement un exposé que je trouve très très modeste d'une certaine façon, puisque sur ce que vous avez présenté sur la question du flou, en vous écoutant, je voudrais savoir si vous étiez d'accord avec ce résumé, bien évidemment trop brutal, mais l'apéritif ou le repas l'appel. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire de cette façon que nous sommes pris un peu dans une confusion entre innovation et progrès, hein, c'est-à-dire finalement cette idée qu'il y a effectivement cette médecine de la précision est une médecine de l'innovation, donc qui est au service, j'allais dire, d'une sorte de rationalisation croissante des terrains possibles à investiguer, mais en même temps, accompagné d'une absurdité croissante sur finalement le sens, les orientations et les valeurs qui peuvent porter au fond ce type de recherche. Parce que ça qui m'a beaucoup impressionné en vous écoutant, c'est finalement le grand espace d'indétermination au fond devant lequel nous sommes, et donc je n'ai pas du désarroi, mais dans lequel nous place ce type de dispositif, j'allais dire biotechnologique. Ce qui me paraît important dans cette anticipation qu'on essaie de faire par rapport à ce qu'on pourrait faire et ce qu'il serait souhaitable de faire et comment il faudrait le faire, c'est finalement effectivement de prendre le temps. Et je dirais que plus que le temps, c'est la multiplicité des approches pour ne pas louper complètement un élément de ces possibilités qu'on a et qui ont donc leurs avantages et leurs inconvénients et nécessitent d'être adaptés dans leur application. Donc je crois que c'est à la fois prendre le temps et surtout prendre prendre en compte l'importance de ces approches multidisciplinaires et multi-acteurs. Parce que je ne crois pas du tout qu'on soit avec ça dans un domaine où les porteurs d'innovation, les chercheurs ou les patients vont pouvoir
apporter une bonne solution tout seul. Donc l'importance à la fois de prendre le temps et surtout prendre le temps du dialogue, ça me paraît important et probablement à même d'éviter l'absurdité dans laquelle on pourrait tomber. C'était juste un commentaire sur ce qui vient d'être dit pour dire que derrière cette innovation, il y a des intérêts privés qui font que le temps de la réflexion n'est pas là, c'est le temps de la commercialisation qui mène un peu la danse, il me semble. Et puis, enfin, si vous en êtes d'accord. Et la question, c'était, parce que je n'ai pas vu ça depuis, quand les gens, par exemple aux États-Unis, achètent leur criblage sur Internet, il y a 2 ans, on ne disait pas que le devenir des données à long terme, le stockage ou pas, est-ce que les choses ont changé ou... Alors, non, on ne sait toujours pas si les données seront détruites ou c'est impossible. D'accord. Il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, donc je crois que c'est plus transparent que ça n'était. Et ce qui est assez évident, c'est que dans un certain nombre de cas, les compagnies constituent des bases de données pour faire de la recherche. Donc ce que je décrivais dans le domaine clinique, ça existe aussi dans le domaine commercial. Et un des débouchés de ces tests, c'est moins peut-être la commercialisation des tests lui-même que ce qui peut être fait derrière avec les bases de données qui sont effectivement constituées. Alors sur l'importance que pèse l'aspect innovation vers la commercialisation, c'est là que je pense qu'il peut y avoir une importance dans ce que je disais au tout début, quand les pouvoirs publics disent il faut prendre cette question de face pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans notre système de santé. Et pour moi, j'y vois aussi un sens que ça ne peut pas être que, bien sûr, la dimension économique rentrera en compte, mais ça ne peut pas être drivé que par les aspects économiques ou la recherche. Il faut que ce soit pris en compte dans des politiques publiques et pour ça, il faut effectivement réfléchir à différents domaines. Donc, à partir du moment où on se demande quoi faire dans le système de santé, un système de santé public comme le nôtre en France, il me semble que l'aspect commercialisation va être pris en compte nécessairement, mais qu'en même temps, ça ne sera pas le seul. Donc, un certain équilibre pourra peut-être être fait.